L'humiliation publique infligée par ma femme est devenue le plus silencieux des adieux qu'elle entendra jamais. 15 décembre 2023. La fête de fin d'année de l'entreprise au Riverside Country Club. J'aurais dû deviner quel genre de soirée ce serait quand elle a passé 2 heures à se préparer en m'ignorant à peine dans la même pièce. Ma femme travaillait comme coordinatrice marketing pour Howard et Associés, une société de conseil de taille moyenne en centre-ville. Je suis chef de projet dans une entreprise de construction. Rien de glamour, mais ça paie les factures et nous offre une vie décente. Du moins, c'est ce que je pensais. La fête battait son plein quand nous sommes arrivés. Ses collègues, leurs conjoints, la foule habituelle de gens qui essaient trop d'impressionner les autres. Elle a immédiatement disparu dans un groupe de ses collègues féminines, me laissant naviguer dans des conversations sur les projections trimestrielles et les fusions à venir. Vers 21h30, le DJ a commencé à jouer de la musique plus lente. Les couples ont commencé à se diriger vers la petite piste de danse qu'ils avaient installée près des fenêtres. Je me suis dit que c'était ma chance. Nous ne nous étions pas beaucoup connectés ces derniers temps, parlant à peine au-delà de la logistique des factures et des emplois du temps. Peut-être qu'une danse aiderait. Je me suis approché de l'endroit où elle se tenait avec 3 de ses collègues. « Et, tu veux danser ?» Elle ne m'a même pas regardé. Je suis en train de parler aux gens. Juste une chanson. La musique est sympa. C'est laquelle s'est retournée et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Du dégoût pur. J'ai dit, je suis en train de parler. Sa voix était tranchante, perçant le bruit ambiant de la fête. J'ai essayé de rester léger. Allez, c'est une fête. On est censé s'amuser ensemble. J'ai tendu la main pour toucher doucement son bras, comme je l'avais fait 1000 fois auparavant. Elle s'est dégagée si violemment qu'elle a renversé le verre de quelqu'un sur la table voisine. Ne me touche pas. Mon Dieu, tu es tellement collant. Les mots ont claqué dans l'air comme une gifle. Toutes les conversations dans un rayon de 6 mètres se sont arrêtées. Les gens se sont retournés pour nous regarder. La musique continuait de jouer, mais notre petit coin de la fête était devenu complètement silencieux. Je suis resté là, figé, regardant son visage se tordre d'agacement et d'embarras. Pas l'embarras de m'avoir humilié devant 50 personnes, mais l'embarras que je l'ai mise dans une mauvaise situation en voulant danser avec ma propre femme. Désolé, dis-je doucement, en reculant. Elle s'était déjà détournée, reprenant sa conversation comme si de rien n'était. Ses collègues avaient l'air mal à l'aise, jetant des regards entre nous avant de reprendre maladroitement leur discussion précédente. Je me suis dirigé vers le bar, sentant chaque paire d'yeux suivre mon mouvement. Le barman, un gars de mon âge, m'a lancé un regard compatissant en me servant mon whisky. Dure soirée. Avant que je puisse répondre, une main a touché mon épaule. Je me suis retourné pour trouver Eleanor, la sœur cadette de ma femme. Elle avait assisté à toute la scène depuis la table où elle était assise avec son mari, Oscar. Mauvaise soirée, demanda-t-elle, une inquiétude sincère dans la voix. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai reporté mon regard vers ma femme, qui riait maintenant bruyamment à quelque chose qu'un de ses collègues masculins avait dit. Le même rire qu'elle réservait autrefois à mes blagues, à l'époque où nous sortions ensemble. La dernière, en fait. Les mots sont sortis avant même que j'aie complètement formulé la pensée. C'était l'humiliation publique finale. Les sourcils d'Eleanor se sont levés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'en ai fini, Eleanor. Complètement fini. Elle a étudié mon visage, cherchant probablement des signes que je ne faisais que me défouler après quelques verres. Mais je n'étais pas ivre. J'étais probablement plus lucide que je ne l'avais été depuis des mois. Tu es sérieux? On ne peut plus sérieux. Tu viens de voir ta sœur me traiter comme une ordure devant tous ces gens. Et tu sais quel est le pire? Ce n'est plus inhabituel. C'est ce qu'elle est devenue. Eleanor a jeté un coup d'œil à ma femme, puis est revenue à moi. Vous en avez parlé? De comment les choses se passent? Parlé? J'ai failli rire. Eleanor, à quand remonte la dernière fois que tu as entendu ta sœur me demander comment s'était passée ma journée, mon travail, ce que je ressentais à propos de quoi que ce soit? Elle me traite comme un colocataire agaçant qui ne comprend pas l'allusion et ne déménage pas. Nous sommes restés là, à regarder ma femme tenir le crachoir avec ses amis du travail. Elle s'était rapprochée de Richard Over, l'un des associés principaux, riant à tout ce qu'il disait tout en ignorant complètement le fait que son mari se tenait à 10 mètres de là, seul avec son verre.
Tu sais ce qu'elle m'a dit la semaine dernière, ai-je continué. J'ai suggéré qu'on parte en week-end ensemble, juste tous les deux. Elle a dit qu'elle n'en voyait pas l'intérêt plus qu'on n'a plus rien à se dire. Eleanor a grimacé. Elle a dit ça? Ces mots exacts? Alors dis-moi, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Continuer d'essayer. Continuer de me faire rejeter? Continuer d'être traité comme si je la dérangeais juste en existant dans le même espace. Mais un divorce, c'est assez définitif. Tant mieux. Je veux que ce soit définitif. J'ai fini mon verre et posé le verre sur une table voisine. Tu sembles être la seule personne de ta famille qui pense encore que je suis humain, alors je te le dis en premier. Demain matin, je serai parti. Pas temporairement. Pas pour marquer un point. Parti. L'inquiétude dans ses yeux s'est approfondie. Où iras-tu? J'ai tout prévu. Je voulais juste que quelqu'un sache que ce soir, c'était la fin. Le moment où j'ai arrêté de prétendre que ce mariage était réparable. Comme par hasard, le rire de ma femme a de nouveau retenti de l'autre côté de la pièce. Elle était pratiquement appuyée contre Richard maintenant, sa main sur son bras alors qu'elle racontait une histoire animée. Tu vois ça? J'ai fait un signe de tête vers eux. Il y a 6 mois, ça m'aurait dévoré vif. Ce soir, je ne ressens rien d'autre qu'un soulagement de ne plus jamais avoir à le regarder. Eleanor a suivi mon regard. Je suis désolé. Vraiment. Ne le sois pas. Je devrais la remercier, honnêtement. Ce soir, elle m'a rendu service. Elle a montré à tout le monde ici exactement qui elle est, et elle m'a montré exactement ce que je dois faire. Le DJ a annoncé la dernière chanson de la soirée. Autour de nous, les couples se sont rapprochés pour une dernière danse. Ma femme est restée exactement où elle était, discutant toujours avec Richard pendant que son mari se tenait seul de l'autre côté de la pièce. Parfait. Nous sommes rentrés vers minuit. Elle est allée directement à la salle de bain sans un mot, s'est démaquillée et s'est glissée dans le lit comme si de rien n'était. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de conversation sur ce qui venait de se passer devant 50 personnes. Elle s'est endormie en moins de 10 minutes. Je pouvais entendre sa respiration s'installer dans ce rythme profond et paisible de quelqu'un qui n'a aucun souci au monde. Je suis resté allongé là, à regarder le plafond pendant exactement 30 minutes, m'assurant qu'elle était complètement endormie. Puis je me suis levé et j'ai commencé le projet le plus important de ma vie. Premier arrêt, le bureau à domicile. J'ai sorti tous les documents importants que nous possédions. Certificat de mariage, déclaration de revenus, police d'assurance, relevé bancaire, papier d'hypothèque. J'ai séparé ce qui était à moi, ce qui était à elle, et ce qui était à nous. Tout ce qui était à nous deviendrait à elle par défaut. Tout ce qui était à moi partait avec moi. Le compte chèque joint avait environ 3600 €. Nos économies en avaient 7300 de plus. J'ai transféré ma moitié sur mon compte personnel dont elle ignorait l'existence. Un petit compte que j'alimentais depuis 3 ans, pensant au départ que ce serait pour des vacances surprises ou peut-être une nouvelle voiture pour elle. C'est drôle comme les choses tournent. Ensuite, j'ai rédigé 3 lettres. Une à mon patron demandant des congés immédiats à partir de lundi. J'avais 2 semaines de congés accumulés plus quelques jours personnels. Cela me donnerait le temps de tout gérer sans prendre de décision hâtive. La deuxième lettre était adressée à un avocat spécialisé en divorce dont je portais la carte dans mon portefeuille depuis 6 mois. La troisième était ma résiliation de notre forfait de téléphonie mobile commun. Avec effet immédiat. À 2 heures du matin, j'avais tout organisé dans des cartons, vêtements, objets personnels, outils du garage, les quelques meubles qui m'appartenaient avant notre mariage. Ce n'était pas grand-chose. Quand on a été lentement effacé de sa propre vie, on ne laisse pas grand-chose derrière soi. Je me suis assis et j'ai écrit le mot qu'elle trouverait le matin. Tu voulais de l'espace. Maintenant, tu as tout l'espace du monde. Les comptes joints sont fermés. Les factures sont désormais ta responsabilité. Mon nom est retiré du bail à compter du 1er janvier. N'appelle pas, n'envoie pas de SMS, n'implique pas ta famille. Mon avocat te contactera avec les papiers du divorce dans la semaine. Tu m'as montré exactement ce que tu ressens pour moi devant tout le monde ce soir. Message reçu. Considère ceci comme ton cadeau de Noël. Tu n'auras plus jamais à supporter mon côté écollant. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine où elle le verrait en premier le matin, à côté de sa cafetière.
Le plus difficile a été de passer devant notre chambre une dernière fois. Elle dormait toujours paisiblement, recroquevillée sur le côté, le dos tourné à l'endroit où je dormais habituellement. Elle avait l'air vraiment contente, plus détendue que je ne l'avais vue depuis des mois. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai chargé mon camion dans l'obscurité, faisant 3 allers-retours pour tout prendre. Les maisons des voisins étaient toutes sombres. Même les Eden à accent grave côté, qui restaient généralement éveillés tard à regarder la télévision, avaient leurs fenêtres noires. À 4 heures du matin, je descendais notre rue pour la dernière fois. J'avais vécu dans cette maison pendant 4 ans. Nous l'avions choisie ensemble, peint les murs ensemble, planté le petit jardin à l'arrière ensemble. Mais quelque part en chemin, elle avait cessé d'être notre foyer pour devenir sa maison où il se trouvait que je dormais. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel longue durée que j'avais réservé en ligne. Rien d'extraordinaire, mais propre et calme. Le réceptionniste de nuit a à peine levé les yeux quand je me suis enregistré. Juste un autre gars dont la vie avait pris un tournant inattendu. Dans la petite chambre d'hôtel, j'ai déballé mes vêtements et installé mon ordinateur portable sur le bureau. J'avais des emails à envoyer, des rendez-vous à prendre et une nouvelle vie à commencer. Mais d'abord, je me suis accordé exactement 5 minutes pour penser à ce que je quittais. 4 ans de mariage, 8 ans ensemble au total. Des vacances, des fêtes, des rêves partagés qui étaient lentement morts sans que l'un ou l'autre ne s'en aperçoive. Ou peut-être que j'étais le seul à ne pas l'avoir remarqué. Peut-être qu'elle s'était détachée depuis longtemps, et que ce soir était simplement la première fois qu'elle était honnête à ce sujet. Les 5 minutes se sont écoulées. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. À 6 heures du matin, j'avais pris rendez-vous avec l'avocat Joshua Cooper pour lundi matin. J'avais organisé le passage d'une entreprise de déménagement pour récupérer le reste de mes outils et équipements du garage pendant qu'elle serait au travail. J'ai transféré les factures de service public à son seul nom et j'ai annulé mon nom du contrat de location. Plus important encore, j'ai changé de numéro de téléphone et bloqué tous les contacts mutuels que nous avions sur les réseaux sociaux. Elle se réveillerait dans 2 heures pour trouver une vie complètement différente de celle avec laquelle elle s'était endormie. De la même manière que je m'étais endormi marié et que je m'étais réveillé célibataire. Elle s'endormirait en supposant que son filet de sécurité serait toujours là et se réveillerait pour découvrir qu'il avait disparu. J'ai commandé un café au service d'étage et je me suis assis près de la fenêtre, regardant le lever du soleil peindre le ciel en orange et rose. Quelque part en ville, ma femme était sur le point de découvrir à quoi ressemblait vraiment l'espace quand c'est tout ce que vous avez. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. Son réveil a sonné à 7h30, comme tous les jours de la semaine. Elle s'est retournée, s'attendant à me voir m'habiller pour le travail, probablement déjà en train de faire du café en bas comme je l'avais fait ces 4 dernières années. Au lieu de cela, elle a trouvé un lit vide et le silence. Je le sais parce qu'elle a appelé mon téléphone exactement 14 fois entre 7h35 et 8h. Bien sûr, elle a eu un enregistrement disant que le numéro avait été déconnecté, mais elle a continué d'essayer. Ce qu'elle a trouvé en bas, c'est le mot sur le comptoir de la cuisine et une maison qui semblait différente, plus vide. Il lui a probablement fallu quelques minutes pour comprendre pourquoi. Mes outils avaient disparu du garage. Mes vêtements manquaient dans le placard. La petite télévision de mon côté de la chambre avait disparu. Mais c'est le mot qui l'a fait paniquer. Elle a immédiatement appelé sa sœur Eleanor. Je le sais parce qu'Eleanor m'a envoyé un SMS depuis son nouveau numéro à 8h15. Elle panique. Elle dit que tu es parti et que tu as laissé un mot. C'est sérieux ? J'ai répondu, complètement sérieux. Ne t'en mêle pas, Eleanor. Ça ne te regarde pas. Elle a ensuite essayé d'appeler mon travail, mais j'avais déjà parlé à mon superviseur, Adam Gill, tôt ce matin-là. C'était un type bien, il comprenait que parfois la vie vous réserve des surprises. Quand elle a appelé pour demander si j'étais là, Adam lui a simplement dit que je prenais du temps personnel et qu'il ne pouvait fournir aucune autre information. À 9h du matin, elle était à notre banque, essayant d'accéder au compte joint. C'est là qu'elle a découvert qu'ils étaient fermés. Tous. Le compte chèque, le compte d'épargne, même le petit fonds d'urgence que nous avions commencé l'année dernière. La directrice de la banque, une femme polie nommée Junover, a expliqué que les 2 titulaires de compte devaient être d'accord pour maintenir les comptes joints ouverts. Comme j'avais retiré ma part et demandé la clôture, les comptes avaient été automatiquement résiliés. Mais où suis-je censé trouver de l'argent, a-t-elle demandé à June.
Sur vos comptes personnels, je suppose, a répondu June. Ou vous pouvez ouvrir de nouveaux comptes aujourd'hui si vous le souhaitez. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas de compte personnel. Elle n'en avait jamais eu besoin. J'avais géré toutes les finances, toutes les factures, toute la planification. Elle avait une carte de crédit liée à notre compte joint et un petit compte chèque avec peut-être 270 € qu'elle utilisait pour ses achats personnels. C'est là que la gravité de la situation a commencé à la frapper. Elle s'est quand même rendue sur mon lieu de travail, espérant qu'Adam lui avait menti au téléphone. Elle a trouvé mon superviseur et a exigé de savoir où j'étais. « Écoutez, madame, dit Adam patiemment. Je comprends que vous soyez contrariée, mais je ne peux pas vous donner d'informations sur la situation personnelle de mes employés. Si vous avez besoin de le joindre, vous devrez trouver un autre moyen. Je suis sa femme. Alors vous devriez savoir comment le contacter mieux que moi. » Elle a réessayé d'appeler Eleanor. Puis mon frère Terry, qui vit à 2 états de là. Tous deux lui ont dit la même chose. Il n'avait pas eu de mes nouvelles et ne pouvait pas l'aider. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je les avais contactés tous les deux la veille, leur expliquant la situation et leur demandant de ne pas s'impliquer. Terry avait ri et dit qu'il était temps. Eleanor avait été plus inquiète, mais elle avait accepté de rester en dehors de ça après que je lui ai parlé des années de petites humiliations qui avaient conduit à la nuit dernière. À midi, elle était de retour à la maison, assise dans la cuisine, fixant le mot. Elle l'avait probablement lu 50 fois, cherchant un indice sur l'endroit où j'étais allé ou comment arranger les choses. C'est là qu'elle a tenté l'option nucléaire. Elle a appelé ma mère. Maggie a répondu à la 2e sonnerie. Leur conversation a duré exactement 3 minutes. Ma mère n'avait jamais particulièrement apprécié ma femme, bien qu'elle ait toujours été polie à ce sujet. Lorsque ma femme a expliqué que je l'avais abandonnée et qu'elle avait besoin d'aide pour me retrouver, la réponse de ma mère a été directe. Ma chérie, si mon fils t'a quitté, il avait ses raisons. Et s'il ne veut pas être retrouvé, je ne vais pas t'aider à le retrouver. Peut-être que tu devrais réfléchir à pourquoi il a eu l'impression de devoir disparaître au milieu de la nuit. Elle a passé l'après-midi à appeler tous les amis et connaissances que nous avions en commun. Les réponses allaient de gêné à hostile. Le bruit de ce qui s'était passé à la fête de fin d'année s'était déjà répandu. La femme de Richard Over avait apparemment été très bavarde à propos de toute la scène lors de son match de tennis du samedi matin. Le soir, elle était assise dans notre maison vide, entourée de factures qu'elle n'avait jamais payées et de responsabilités qu'elle n'avait jamais gérées. Le paiement de l'hypothèque était dû dans 2 semaines. La facture d'électricité était en retard. L'assurance auto devait être renouvelée. Pour la première fois en 4 ans de mariage, elle était complètement seule. Et pour la première fois, elle commençait à comprendre qu'être seule et avoir de l'espace n'était pas la même chose. Elle a essayé mon téléphone une dernière fois avant de se coucher. Numéro déconnecté. Elle a envoyé un email à mon ancien compte, retourné immédiatement. Je m'étais effacé de sa vie aussi complètement qu'elle m'avait effacé de notre mariage. La seule différence, c'est que je l'avais fait en une nuit au lieu de lentement sur plusieurs années. Elle s'est endormie cette nuit-là dans une maison qui semblait soudain trop grande, trop calme et trop chère pour une seule personne. Bienvenue dans l'espace. La première semaine a été un cours accéléré sur les conséquences. Le paiement de l'hypothèque était de 1 670 € par mois. Son salaire de coordinatrice marketing était de 2 900 € après impôts. Ajoutez les charges, le paiement de la voiture, l'assurance, les courses et les dépenses de base, et elle se retrouvait avec un déficit mensuel d'environ 720 €. Elle n'avait jamais réalisé à quel point notre style de vie dépendait de mes revenus. Les bons dîners au restaurant, les virées shopping du week-end, les visites coûteuses au café avant le travail. Tout cela nécessitait la contribution de 2 personnes, pas d'une seule. Son premier arrêt a été la banque, espérant obtenir un prêt personnel pour combler le vide. L'agent de crédit, un homme sévère nommé Floyd Cooper, a examiné sa demande et a secoué la tête. Sans co-signataire et avec seulement 6 mois d'historique d'emploi à votre poste actuel, nous ne pouvons rien approuver au-delà de 1 800 €, a-t-il expliqué. Et même cela serait à un taux d'intérêt de 14%. 1 800 € couvrirait peut-être 6 semaines de dépenses. Après cela, elle se retrouverait au même point, sauf qu'elle aurait en plus des remboursements de prêts. Elle a essayé d'appeler ses parents, mais ils étaient retraités avec un revenu fixe. Ils pouvaient peut-être l'aider avec quelques centaines d'euros ici et là, mais rien de substantiel. Le plus difficile, cependant, n'était pas l'argent.
C'était d'affronter les gens qui avaient été témoins de ce qui s'était passé à la fête de fin d'année. Le lundi matin au travail a été brutal. Les chuchotements s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Ses collègues, qui avaient semblé si amicaux à la fête, gardaient maintenant leur conversation brève et professionnelle. Richard Over l'a à peine reconnue. Pendant le déjeuner, elle a surpris Sadie de la comptabilité en train de parler à quelqu'un des ressources humaines. « Tu imagines traiter ton mari comme ça en public ? Mon mari m'aurait quitté aussi. » « J'ai entendu dire qu'elle était comme ça depuis des mois », fut la réponse. « Ne le laisse jamais parler, agit comme s'il l'embarrassait. » À quoi s'attendait-elle ? Elle a déjeuné à son bureau après ça. Le mardi a apporté un appel de notre propriétaire. Je l'avais contacté directement et lui avais expliqué la situation. Comme j'étais le locataire principal et que mon nom figurait sur la plupart des documents, il était prêt à travailler avec moi pour me retirer proprement du bail. Votre mari a l'air d'un type bien, lui a dit le propriétaire. Il a payé 3 mois d'avance pour vous donner le temps de vous organiser, mais en avril, vous devrez vous qualifier seul pour le bail ou trouver un nouvel endroit. Se qualifier seul. Avec son salaire, elle se qualifierait à peine pour un appartement d'une chambre, sans parler de la maison de 3 chambres que nous louions. Le mercredi, la réalité s'est imposée durement. Elle avait commencé à regarder des appartements plus petits en ville, des endroits qu'elle pouvait réellement se permettre. C'était une dégradation significative par rapport à notre maison, mais c'était ce que quelqu'un avec ses revenus pouvait gérer seul. Le jeudi a apporté le premier document officiel, une lettre recommandée du cabinet de l'avocat Joshua Cooper, les papiers du divorce. Pas de pension alimentaire demandée, pas d'exigence sur la moitié de quoi que ce soit. Je partais proprement, ne demandant rien d'autre que d'être laissé tranquille. Les papiers comprenaient un document supplémentaire qui lui a noué l'estomac, un état financier détaillé montrant exactement la part de nos revenus mensuels qui était la mienne par rapport à la sienne. Une répartition de 70/30. Elle vivait un style de vie financé à 70% par l'homme qu'elle traitait comme un inconvénient. Le vendredi, sa sœur Eleanor a finalement craqué et a appelé. Je l'ai vu hier soir, a admis Eleanor. Il était au Murphy's Grill avec des gars de son travail. Il avait l'air bien, détendu, comme s'il avait porté quelque chose de lourd et l'avait enfin posé. Tu lui as parlé ? Tu lui as dit que j'avais besoin de lui parler ? J'ai essayé de l'approcher, mais honnêtement, il m'a regardé sans me voir. Pas en colère, juste indifférent, comme si j'étais une étrangère. Eleanor a fait une pause, clairement mal à l'aise. Écoute, je t'aime, mais je dois te demander. L'as-tu vraiment repoussé et lui as-tu crié dessus devant tout le monde à cette fête ? Ce n'était pas si grave. Il était collant. C'était très grave. Oscar et moi en avons parlé tout le long du retour. On n'en revenait pas de la façon dont tu lui as parlé. Et apparemment, tout le monde en parle aussi. Ce week-end-là, elle a croisé 3 personnes différentes à l'épicerie qui lui ont demandé où j'étais. Chaque conversation était plus gênante que la précédente. Elle se surprenait à trouver des excuses. Il est en déplacement pour le travail, ou il rend visite à sa famille. Mais Oscar Howard, le mari d'Eleanor, n'a pas été dupe quand elle les a croisés le dimanche à l'épicerie. Écoute, on a entendu ce qui s'est passé, a dit Oscar directement. Et honnêtement, tant mieux pour lui. Aucun homme ne devrait tolérer d'être traité comme ça, surtout en public. Eleanor lui a donné un coup de coude, mais il a continué, tu veux un conseil ? Arrête d'essayer de le récupérer et commence à te demander pourquoi tu as pensé que c'était acceptable de l'humilier comme ça. Le dimanche soir, seule dans la maison qui semblait plus grande et plus vide chaque jour, elle a finalement commencé à faire des calculs. De vrais calculs. Son salaire moins les dépenses, moins les prêts dont elle aurait besoin juste pour survivre les prochains mois. La réponse était toujours la même, ce style de vie n'était pas viable pour une seule personne avec ses revenus. Elle avait passé 4 ans à considérer comme acquis que quelqu'un d'autre s'occupait des tâches lourdes de la vie d'adulte. Les factures, la planification, la responsabilité financière. Elle avait été libre de dépenser son argent en vêtements et en dîner au restaurant parce que quelqu'un d'autre s'assurait que l'hypothèque était payée. Maintenant, assise à la table de la cuisine avec les factures étalées devant elle et une calculatrice affichant des chiffres qui ne collaient pas, elle avait un premier aperçu de l'espace qu'elle avait exigé. C'était cher, solitaire et totalement impitoyable. Et il n'y avait absolument personne pour venir la sauver. La deuxième semaine a été celle où le désespoir s'est vraiment installé.
Elle avait épuisé toutes les options évidentes et plongeait maintenant plus profondément dans notre cercle social, essayant de trouver quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider à me joindre. Son premier appel a été à mon ancien colocataire d'université qui vivait à Phoenix. Elle avait trouvé son numéro dans un vieil agenda que j'avais laissé. « Désolé, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis environ 1 an, lui a-t-il dit. Mais honnêtement, après les histoires qu'il me racontait sur la façon dont ça se passait entre vous, je ne suis pas surpris qu'il en ait finalement eu assez. » Quelles histoires? Écoute, je ne veux pas me mêler de ça, mais il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux depuis longtemps. Clique ensuite, elle a essayé mon cousin qui travaillait au service d'urbanisme de la ville. Même résultat. Il a été poli mais ferme. Il a demandé à tout le monde dans la famille de rester en dehors de ça. S'il veut te parler, il te contactera. Mais j'ai besoin d'expliquer. Expliquer quoi? Que tu ne voulais pas l'humilier devant 50 personnes? Ce genre de choses n'arrive pas par accident. Le jeudi de la 2e semaine, elle est devenue créative. Elle s'est rendue sur mon lieu de travail pendant le déjeuner, espérant tomber sur un de mes collègues qui pourrait savoir quelque chose. Elle a trouvé Terry Eden, un des gars avec qui je travaillais depuis 3 ans. Il mangeait un sandwich sur le haillon de son camion. Terry, bonjour. Je cherche mon mari. L'avez-vous vu récemment? Terry l'a regardé comme si elle lui avait demandé de résoudre un problème de calcul. Madame, avec tout le respect que je vous dois, après ce qui s'est passé à cette fête, je suis surpris que vous ayez le culot de vous montrer ici pour poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, Adam nous a raconté ce qui s'est passé, comment vous l'avez traité devant tous ces gens. Cet homme a porté ce fardeau pendant des mois, et vous lui avez finalement donné une raison de le déposer. Terry s'est levé et a secoué les miettes de ses mains. Vous voulez un conseil gratuit? Arrêtez de le chercher. Il a tourné la page. Vous devriez peut-être faire de même. Elle a essayé une approche différente le vendredi. Elle a appelé directement le cabinet d'avocat de Joshua Cooper. J'ai besoin de parler à mon mari au sujet des papiers du divorce. Tout cela est un malentendu. La réceptionniste a été professionnelle mais claire. Le client de Maître Cooper a demandé à ne pas avoir de contact direct. Toute communication doit passer par notre bureau. Mais j'ai juste besoin de 5 minutes pour expliquer. Madame, votre mari a été très clair sur ses souhaits. Si vous souhaitez répondre à la demande de divorce, vous êtes libre d'engager votre propre avocat. Engager un avocat. Avec quel argent? Le 2e week-end a été son point le plus bas. Elle a ravalé sa fierté et a de nouveau appelé ma mère. Maggie, s'il vous plaît. Je sais que vous ne m'aimez pas, mais j'ai besoin d'aide pour retrouver votre fils. Tout ça est une erreur. Le rire de ma mère était sec. Ma chérie, la seule erreur, c'est que mon fils ait attendu si longtemps pour te quitter. As-tu la moindre idée du nombre de fois où il m'a appelé cette dernière année pour me demander conseil sur la façon d'arranger les choses avec toi? Il ne m'a jamais rien dit sur des problèmes. Parce qu'à chaque fois qu'il essayait de parler, tu le repoussais. Il m'a parlé de l'idée de vacances que tu as rejetée. De la façon dont tu as cessé de lui demander comment s'était passée sa journée, de la façon dont tu lui faisais sentir qu'il te dérangeait juste en existant dans la même maison. La ligne est restée silencieuse un instant avant que ma mère ne continue. J'ai élevé mon fils pour qu'il traite les femmes avec respect. Mais je l'ai aussi élevé pour qu'il ait assez de respect pour lui-même pour ne pas supplier sa propre femme de lui accorder une décence de base. Où est-il, Maggie? S'il vous plaît. Honnêtement, je ne sais pas. Mais si je le savais, je ne te le dirais pas. Certains ponts sont brûlés si complètement qu'il n'y a pas de reconstruction possible. C'est toi qui as allumé cette allumette à cette fête. La 3e semaine, elle a essayé des amis communs à qui nous n'avions pas parlé depuis des années. Des camarades de lycée, d'anciens voisins, quiconque aurait pu rester en contact avec moi. Les conversations suivaient toutes le même schéma. Une gêne initiale, suivie par eux expliquant qu'ils n'avaient pas eu de mes nouvelles, puis par eux demandant ce qui s'était réellement passé entre nous. Elle se retrouvait à raconter la même histoire encore et encore, essayant de la rendre moins horrible à chaque fois. Mais il n'y avait aucun moyen de faire paraître raisonnable le fait de crier « Ne me touche pas » à son mari devant 50 personnes. Sarah Gilles, une amie de son ancien travail, a été brutalement honnête. « Écoute, je suis mariée depuis 12 ans. Mon mari et moi avons eu nos disputes, nos mauvais jours, nos frustrations, mais je ne lui ai jamais
jamais parler de cette façon en public. Ce n'est pas un truc normal de mariage. C'est du mépris. C'était juste un mauvais moment. Vraiment? Parce que d'après ce que j'entends en ville, les gens te voient le maltraiter depuis des mois. La fête, c'est juste le moment où tout le monde l'a finalement vu. La 4e semaine a apporté la tentative la plus humiliante à ce jour. Elle s'est présentée au Murphy's Grill un vendredi soir, ayant entendu par Eleanor que j'y allais parfois avec des amis du travail. Elle avait raison. J'étais là, assis à une table dans un coin avec 4 gars de mon équipe. J'avais l'air différent, mieux. J'avais commencé à faire plus d'exercice, à porter des vêtements qui m'allaient bien, à me tenir avec une confiance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle s'est approchée de la table. On peut parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Je l'ai regardée avec la même expression que je donnerais à un vendeur au porte-à-porte. Polly mais complètement désintéressée. Non. S'il te plaît. J'ai besoin d'expliquer pour la fête. Je passais une mauvaise journée. La fête n'était pas le problème. La fête était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma voix était calme, factuelle. Tu m'as montré qui tu es. Je te crois. Mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut. On ne peut rien arranger. Je l'ai déjà arrangé. Je me suis retiré d'une situation où j'étais maltraité. Problème résolu. Un de mes collègues, un gars nommé Adam, s'est raclé la gorge. Madame, il vous a demandé de le laisser tranquille. Vous devriez peut-être respecter ça. Elle est restée là 1 minute de plus, espérant que je changerais d'avis, espérant un signe que l'homme avec qui elle avait été mariée pendant 4 ans était toujours accessible. Mais je m'étais déjà retourné vers ma conversation avec les gars, ignorant complètement sa présence. Elle est sortie du Murphy's Grill en sachant que chaque tentative pour me joindre avait échoué. Pas parce que j'étais en colère, blessé ou que je jouais les difficiles. Parce que, sincèrement, je m'en fichais. L'espace qu'elle avait exigé était devenu permanent. Et contrairement à elle, je m'y épanouissais. 6 mois plus tard, elle était assise seule dans une salle de conférence stérile chez Cooper et Associés, signant les papiers du divorce qui mettaient officiellement fin à notre mariage. L'avocate en face d'elle, une femme professionnelle nommée June Howard, a fait glisser les documents sur la table en acajou un par un. Divorce par consentement mutuel, pas de pension alimentaire, pas d'actifs partagés à diviser. J'étais parti en ne demandant rien d'autre que ma liberté. L'avocat de votre mari a été très direct tout au long de ce processus, a expliqué June. Pas de drame, pas de jeu, pas de tentative de faire traîner les choses. Il voulait simplement que ce soit terminé. Elle a signé chaque page mécaniquement, sa main tremblant légèrement sur les documents les plus importants. La maison avait été vendue 2 mois plus tôt. Elle avait emménagé dans un appartement d'une chambre en ville, le genre d'endroit qu'elle pouvait réellement se permettre avec son seul salaire. Est-ce qu'il est heureux, a-t-elle demandé soudainement. June a levé les yeux de l'organisation des papiers. Madame, je ne peux vraiment pas discuter de la vie personnelle de la partie adverse. Je me demandais juste s'il a déjà demandé de mes nouvelles, s'il semblait regretter quoi que ce soit. L'expression de June s'est légèrement adoucie. En 20 ans de pratique du droit de la famille, j'ai vu toutes sortes de divorces. Des divorces colériques, tristes, compliqués impliquant des enfants et des litiges de propriété. Ce cas était inhabituel parce que votre mari n'a jamais montré de colère, d'amertume, de désir de vengeance. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Il voulait simplement être légalement libre d'une situation qui ne fonctionnait pas pour lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi certain de sa décision. La dernière signature a achevé le processus. 4 ans de mariage dissous en une pile de documents officiels qui seraient déposés au greffe du comté avant la fin de la journée. En allant à sa voiture après, elle est passée devant le chantier de construction où je travaillais. Une équipe différente était là maintenant. J'avais pris un poste dans une plus grande entreprise en ville, j'avais obtenu une promotion au poste de chef de projet senior. Les nouvelles circulaient dans le milieu de la construction. Ce qu'elle ne savait pas, c'est à quel point j'avais complètement reconstruit ma vie. 3 mois après mon départ, j'avais commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, une femme nommée Rachel, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Elle était gentille, drôle et me traitait comme un partenaire au lieu d'un inconvénient. Nous avions emménagé ensemble le mois dernier. Rachel connaissait toute l'histoire de mon mariage.
Comment il s'était lentement détérioré. Comment j'avais essayé pendant des mois de réparer quelque chose d'irréparable. Comment j'avais finalement atteint le point de rupture à une fête de fin d'année et avais tout quitté plutôt que de supporter un autre jour de manque de respect. Regrettes-tu jamais d'être parti, m'avait-elle demandé au début de notre relation. Seulement d'avoir attendu si longtemps pour le faire. Ce matin-là, pendant que mon ex-femme signait les papiers du divorce en ville, Rachel et moi prenions le petit déjeuner au restaurant près de notre nouvel appartement. Elle me racontait son service à l'hôpital, me demandait ce que j'avais prévu pour ma journée, traitant notre conversation comme si elle avait vraiment de l'importance. Des choses simples, des fondamentaux de la relation que j'avais oubliés comme étant la norme. Mon téléphone a vibré avec un texto de Joshua Cooper. Divorce finalisé. Tu es officiellement libre. J'ai montré le message à Rachel. Elle a souri et m'a serré la main. Comment te sens-tu? Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Cet après-midi-là, j'ai croisé Eleanor à la quincaillerie. Elle avait l'air mal à l'aise en me voyant, ne sachant probablement pas si elle devait me saluer ou faire comme si elle ne m'avait pas remarqué. Je me suis approché. Eleanor, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien. Vraiment bien. Elle a hoché la tête, l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne sachant pas par où commencer. Finalement, elle a du mal. Tu sais, le divorce, la situation financière, vivre seule. Ça a été dur pour elle. Je suis désolé de l'entendre. Vraiment? J'y ai réfléchi un instant. Oui, je le suis. Je n'ai jamais voulu qu'elle ait du mal. Je voulais juste arrêter d'en avoir moi-même. Eleanor a étudié mon visage. Tu as l'air différent. Plus heureux. Je suis plus heureux. Il s'avère que lorsque vous arrêtez d'essayer de réparer quelque chose qui est cassé au-delà de toute réparation, vous avez beaucoup plus d'énergie pour construire quelque chose de nouveau. Penses-tu que vous allez un jour? Non, dis-je doucement mais fermement. Cette partie de ma vie est complètement terminée. Je suis avec quelqu'un maintenant qui veut vraiment être avec moi. Quelqu'un qui ne traite pas l'affection de base comme une nuisance. Eleanor a hoché la tête, comprenant. J'espère que tu seras heureux. Je le suis déjà. Ce soir-là, Rachel et moi avons préparé le dîner ensemble dans notre cuisine. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes et de la salade, mais nous avons parlé et ri en le préparant. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, m'a parlé de la sienne, a fait des projets pour le week-end. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé pour regarder un film. Elle s'est blottie contre moi, sa tête sur mon épaule, complètement à l'aise avec la simple intimité d'être proche. Il y a 6 mois, je vivais avec quelqu'un qui reculait physiquement quand j'essayais de la toucher. Ce soir, j'étais avec quelqu'un qui recherchait activement ma compagnie, ma conversation, mon affection. La différence était stupéfiante. Alors que Rachel s'endormait à côté de moi, j'ai pensé à cette nuit à la fête de fin d'année. L'humiliation, la colère, le moment de clarté absolue où j'ai décidé que j'en avais fini. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Parfois, on ne répare pas ce qui est cassé. Parfois, on le jette et on construit quelque chose de mieux. J'avais construit quelque chose de mieux. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Mon ex-femme avait voulu de l'espace. Elle avait eu exactement ce qu'elle avait demandé. Tout l'espace du monde et toute la solitude qui l'accompagnait. J'avais eu quelque chose de mieux, une vie avec quelqu'un qui voulait vraiment la partager. Le calcul était parfait. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.